sélectionner votre langue préférée dans le menu d'interprétation Zoom. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir tous au lancement du rapport du Conseil canadien pour les Amériques intitulé Au-delà de la construction, une nouvelle stratégie canadienne pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je m'appelle Martha Blackwell et je suis la vice-présidente du Conseil canadien pour les Amériques. C'est un plaisir pour moi d'être votre hôte ce matin. Avant de commencer, je tiens à souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin Anishinaabe. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rencontrer sur cette terre. Nous reconnaissons également la diversité des peuples autochtones des Amériques, de l'Arctique à la Patagonie, dont les terres, les savoirs et les partenariats sont essentiels aux relations hémisphériques dont nous parlerons aujourd'hui. C'est formidable de vous voir si nombreux ici en personne aujourd'hui à Ottawa et nous sommes tout aussi ravis d'accueillir ceux qui se joignent à nous virtuellement. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir aujourd'hui tant d'invités de marque. Bienvenue tout particulièrement aux sénateurs, parlementaires, ambassadeurs et représentants qui nous rejoignent aujourd'hui venus de l'Argentine, Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, le Guatemala, la Jamaïque, le Pérou, le Panama, le Salvador. Et aussi nos amis de la Géorgie, l'Hongrie, l'Indonésie, la Slovénie et la République de Slovaquie. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui avec nous. Nous sommes reconnaissants d'avoir des officiels dirigeants de différents départements fédéraux, des leaders des affaires, des amis. Votre présence ici aujourd'hui souligne l'importance de la région, de la stratégie que nous proposons et des partenariats que nous espérons renforcer. Pour celles et ceux qui découvrent les CCA pour la première fois, permettez-moi de vous présenter brièvement notre organisation. Le Conseil canadien pour les Amériques, CCA, est le Forum canadien de dialogue de réflexion stratégique avec les principaux acteurs et réseaux de l'hémisphère sur les enjeux économiques, politiques et sociaux. Nous abordons également les enjeux et initions des discussions privées à l'intention des dirigeants canadiens ayant des intérêts dans l'hémisphère. Nous sommes apolitiques et fonctionnons grâce à nos membres. Alors, dans quelques instants, je vais inviter Ken Frankel sur scène. Il est le président de la CCA. Il va fournir un aperçu de notre projet, ce que nous avons pour but de faire avec notre stratégie. Et après les remarques de Ken, nous allons passer à une conversation lidérée par Amanda. Amanda va être ici avec les développeurs les plus importants de la stratégie, Janice Stein et Jonathan Hausman, qui travaillent comme président également du conseil de pilotage, et Eric Miller, John Price et Doug Saunders. Ken et moi, nous les rejoindrons sur scène. Et c'est là que vous intervenez. Pour ceux qui sont dans la salle, vous allez visionner, vous allez voir qu'il y a des codes QR. Nous vous demandons d'envoyer vos questions à travers l'appli Slido à laquelle vous pouvez avoir accès à travers ce code QR. Pour ceux qui se joignent-nous virtuellement, nous vous prions de afficher vos questions à travers la boîte questions-réponses, ce qui va vous mener au Slido. Amanda va faciliter tout cela. Et vous pouvez présenter vos questions à n'importe quel moment, d'accord? Alors, sans plus nous tarder, c'est un plaisir pour moi d'inviter sur salle une force, un moteur du CCA, le président du Conseil canadien pour les Amériques, Ken Frankel. Vous avez la parole, Ken. Merci, Martha. Merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui, comme Martha a dit, à Ottawa et partout dans le monde, en fait. Et j'aimerais également remercier plusieurs d'entre vous qui connaissent ce projet depuis quelque temps et qui veulent savoir si nous sommes performants, en fait. Nous remercions les nombreux contributeurs des Amériques et d'Europe qui ont généreusement partagé leurs idées et nous ont aidés à préparer cette stratégie.
Vous allez retrouver leur nom dans la page de remerciement dans notre document. Une personne en particulier mérite une mention spéciale. Ce projet n'aurait pu ni commencer ni se poursuivre sans le généreux soutien financier de Madame Nancy Southern. Nancy n'a imposé aucune condition préalable et n'a placé aucune restriction sur notre manière de mener notre travail, ni de conclusions ou recommandations auxquelles nous sommes parvenus. Alors, pour ça, merci, Nancy. Il y a près de 2 ans, le CCA s'est vu confier le mandat d'élaborer une stratégie sur la façon dont le Canada pourrait repenser son approche de l'Amérique latine et des Caraïbes. Une région où le Canada possède sans doute l'empreinte la plus vaste et la plus profonde historiquement. Le Canada possède le plus fort potentiel pour avoir un impact sur lui-même et sur ce partenaire et où, malgré son engagement réduit, le Canada est toujours admiré. L'Amérique latine et les Caraïbes constituent également une région dont la croissance démographique, la richesse en ressources et les mutations économiques des pays créent une occasion d'engagement qui profite au Canada sur le plan intérieur, tout en complétant les priorités de nos partenaires régionaux. Aujourd'hui, cette opportunité est devenue encore plus attrayante car les bouleversements géopolitiques et économiques actuels ont créé un moment propice au changement et un appel à l'action. Le Canada prend des mesures pour construire au pays. Notre pays investit dans le logement, les infrastructures, les ressources naturelles, la sécurité et les compétences. Et le Canada cherche activement à diversifier ses marchés et à élargir sa portée économique. Pour maintenir cette dynamique et ces efforts, le Canada doit saisir les occasions qui se présentent dans les Amériques. Pour ce faire, il a besoin d'une nouvelle stratégie. Notre rapport intitulé Au-delà de la construction, Beyond the Build, présente précisément cette stratégie. Ce document explique comment le Canada peut accélérer sa croissance économique et diversifier ses risques en approfondissant sa relation commerciale à travers les Amériques. Il propose des actions gouvernementales ciblées qui relient notre développement national aux besoins croissants des Amériques, avec des recommandations novatrices mais applicables permettant aux décideurs politiques de tirer parti de cette opportunité partagée. Nous recommandons au Canada de privilégier 5 moteurs de croissance économique afin de créer de la prospérité au pays et d'accroître les échanges commerciaux au sein des Amériques. Premièrement, activer les accords de libre-échange qui sont sous-utilisés mais qui sont déjà en place dans des économies évaluées en billions de dollars. Deuxièmement, créer des consortiums d'entreprises et des incitations fiscales pour stimuler l'investissement et développer les infrastructures dans toute la région. Troisièmement, élaborer une stratégie relative aux minéraux critiques qui tire parti de l'expertise du secteur canadien des ressources afin de renforcer la position du Canada dans la chaîne de valeur hémisphérique. Quatrièmement, considérer la migration comme un outil stratégique pour répondre aux besoins spécifiques en capital humain et à la sécurité régionale. Et enfin, mettre à profit l'expertise canadienne pour renforcer le commerce et la cybersécurité afin de réduire les risques liés aux chaînes d'approvisionnement et de combler les lacunes du Canada en matière de sécurité. Notre plan d'action met en adéquation les opportunités et les actions et il est adaptable pays par pays. Il adopte une perspective à long terme et montre comment la restructuration de nos approches peut accroître les chances du succès du Canada. Par exemple, notre analyse d'échanges commence là où l'analyse traditionnelle des échanges s'arrête. Autrement dit, de nombreux profils d'exportation latino-américains ressemblent beaucoup aux nôtres produits. Alors, l'adéquation peut donc paraître limitée. Sur le papier, un indice de complémentarité commerciale
sur le papier. Alors, un indice de complémentarité commerciale classique confirme cette impression. Mais les indices rendent compte de ce qui existe et non de ce qui est possible. On ne peut plus considérer les accords de libre-échange comme des produits finis. Ce sont des plateformes à activer, en fait. Cet article propose des méthodes novatrices pour utiliser ces accords de libre-échange comme un échafaudage pour de nouvelles initiatives. Pour l'avenir, les analyses et recommandations présentées dans notre rapport Beyond the Build, au-delà de la construction, ne sont que le point de départ d'une conversation essentielle sur le rôle du Canada en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour approfondir sur ces idées, explorer comment nous pouvons collectivement transformer ces stratégies en action. J'ai le plaisir de vous présenter Amanda Lang, notre rédactrice en chef et modératrice d'aujourd'hui. Amanda animera une discussion avec les membres de notre comité exécutif et les principaux auteurs afin d'analyser les recommandations et de partager leur point de vue sur la manière dont nous pouvons tirer profit de cette situation. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir Amanda sur scène. Merci beaucoup. Merci pour être ici. Je vais directement inviter tout le monde à me rejoindre ici sur la scène. J'ai effectivement les portables dans la main, donc je vais quand même pouvoir voir vos questions. Parfait. Jonathan, et vous pouvez vous asseoir. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas besoin des présentations. Donc, nous avons ici pas mal de membres. Malheureusement, l'interprète n'arrive pas à avoir une super audio. Entre beaucoup d'autres choses, nous avons Jonathan ici, cofondateur de ces projets et aussi cofondateur du Conseil canadien des Amériques. Et aussi, nous avons Doug Sanders, les colonnes des affaires étrangères, beaucoup de ou des œuvres déjà écrites. John Price, directeur de l'intelligence du marché américain, expérience étendue partout dans la région. Et beaucoup d'entre vous, nous avons aussi les financements du marché d'intelligence le plus grand. Adam Kroll, il a consulté 20 entreprises avec plus de 1200 engagements de clients sur les dernières années avec l'Amérique latine. Et Rick Miller aussi, très connu entre vous, consultant commercial, président maintenant du groupe OMAC, du groupe stratégique. Et aussi, bien sûr, nous avons Ken Frankel qui a déjà été présenté. Merci beaucoup, vous êtes ici. Effectivement, nous avons beaucoup à couvrir ici, mais je vais quand même commencer avec Jonathan parce qu'effectivement, vous et Janice, vous avez vous êtes ici pour une raison et la raison effectivement pourquoi l'Amérique latine est une des choses que j'ai trouvé effectivement intéressant par rapport à ces propositions, ce qui est différent, la transition par rapport à penser à la région, c'est important. Donc dans le contexte, pourquoi est-ce que cette transition est importante? Merci beaucoup, Amanda. Effectivement, ces projets nous ont appelé beaucoup l'attention pour des raisons historiques, pour trois raisons. Avant tout, le moment. Dans lequel nous sommes comme pays et à niveau global. Le monde a changé, des traits, des implications, des effets, des conséquences. Cela a changé d'une forme importante pour le Canada parce que nous sommes les bénéficiaires de cette hyperglobalisation comme pouvoir moyen, l'accès, la richesse que cela peut être créé de cet accès, cela a changé. Et donc, le monde maintenant est beaucoup plus fragmenté, beaucoup moins digne de confiance. Et c'est pour ça que l'intérêt que j'ai senti par rapport à ces projets, au-delà d'être cofondateur de la
du Conseil canadien des Amériques était bien sûr la réponse à la question pourquoi maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je veux souligner cela, la concentration, l'approche de l'Amérique latine et des Caraïbes, cela est important. Cela ne remplace pas d'autres stratégies. Nous avons besoin de plusieurs d'entre eux, mais cela veut dire que nous devons aller au-delà, comme Ken a bien mentionné, au-delà des accords de libre-échange qui ont cet accès immédiat s'il s'agit de travail dur. Nous avons déjà mentionné quelques exemples, les auteurs des exemples cités, des pays qui ont déjà dû répondre à cette question à partir de l'économie, de la question du global. Qui est si proche de nous. Et la deuxième raison, en fait, c'est la région en soi. Elle est en train de changer. L'Amérique latine et avec les Caraïbes, bien sûr, à côté, le centre, voilà, cela n'est plus dans la périphérie. Maintenant, nous avons 3 pays qui sont dans le G20, nous avons 160 millions de personnes de la classe moyenne. Cela a été mentionné comme 24 000 PIB et la région combine en total 4 plus des 4 billions en marché. Donc, en soi, la question est que par rapport à cette transition, il faut considérer le changement dans les marchés. Et troisièmement, je pense que c'est clair maintenant que le gouvernement nous nous ouvre ces schémas. Nous avons besoin d'une mentalité complètement différente sur comment nous nous mobilisons, les Canadiens, les ressources canadiennes, les business canadiens, les politiques canadiens. Ils sont complètement différents maintenant et cela est enthousiasmant. Franchement, dans ces rapports, nous commençons à parler du rôle international, de notre engagement économique international, d'une forme qui soit beaucoup plus durable, plus efficace et qui implique aussi des parties différentes du business, des politiques, de la culture canadienne, de la société aussi, mais aussi des institutions académiques, même des choses qui sont vues comme questions administratives. L'immigration, par exemple, le collègue Doug en a parlé, et ça, c'est l'outil stratégique. Effectivement, ça, c'est une des choses les plus enthousiasmantes par rapport aux propositions, la construction des actions nationales pour renforcer un niveau interne, externe. Donc, ce n'est pas séparé. En fait, c'est une intégration, ce qui est ce que le gouvernement est en train de faire. Janice, la géopolitique est vraiment importante maintenant par rapport au comment le Canada peut profiter de la situation. Donc, je veux placer un peu la région et l'importance. Oui, Amanda, merci beaucoup. Juste pour ajouter à ce que Jonathan vient de dire, en soi, nous mentionnons ces contextes. Le monde a changé, les problématiques ont changé. Comment est-ce que nous pouvons changer? Comment est-ce que nous pouvons trouver les façons alternatives de comprendre comment aller de l'avant? Quelles opportunités nous avons pour le Canada? Mais en soi, je pense que c'est important que les régions ont une importance incroyable. Dans le monde, l'architecture, quand l'architecture change, ça, c'est ce qui se passe. Quand l'architecture globale commence à se casser, les régions commencent à avoir de plus en plus d'importance. Et l'Amérique latine qui a été négligée, franchement, l'Amérique latine a une cousine proche du Canada. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment le bénéfice de ces rapports. Ils demandent ce que c'est. Le commentaire de Jonathan est vraiment important. Il ne s'agit pas oui ou non, d'une situation binaire. Les Canadiens doivent pouvoir compter sur plusieurs choses à la fois. Donc, c'est un rapport qui regarde la région et qui considère ce qui est géographiquement à côté de nous et comment nous pouvons travailler ensemble par rapport aux problématiques d'intérêt commun. Et permettez-moi de présenter pour un seconde les facteurs finaux qui est la compétence géopolitique. L'Amérique latine, les Chinois sont présents d'une forme significative. La Chine est présente en Amérique latine d'une forme vraiment enracinée dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne des valeurs. Et c'est d'une façon qui nous touche. Et il s'agit effectivement de défis de sécurité. Et cela vient de la présence croissante de la Chine dans une région qui est si proche de nous. Et si nous regardons et si nous touchons le chapitre de la sécurité, comme Eric a écrit, et j'ai aimé franchement, cela m'a frappé vraiment, le fait que nous avons des recommandations enracinées et pratiques vraiment par rapport à ce que nous intéresse et ce que nous avons besoin de créer.
Et aussi par rapport à la cybersécurité, j'ai lu à nouveau le chapitre et j'ai vu les choses que, comme Canadiens et Canadiennes, nous devons faire quand même dans ces mondes changeants, mais nous avons l'opportunité historique de faire cela en partenariat avec les pays de l'Amérique latine. Magnifique. Et Ken, je veux dire, bien sûr que tu as une compréhension profonde de la région et Canada a un engagement long dans la région. Donc, qu'est-ce que tu ressens comme différent cette fois-ci dans cette nouvelle liste des propositions? Ben, Amanda, merci. J'ai pensé que j'avais une compréhension profonde de la région jusqu'à quand je commençais à travailler à l'arrache-pied avec cette personne et je me suis rendu compte qu'effectivement, ils comprennent beaucoup plus que moi et j'ai appris vraiment beaucoup. Et je pense que la stratégie est vraiment le fait que nous sommes dans le cœur du moment. Nous sommes vraiment dans un moment, il s'agit d'un composant intégral, le moment, le timing, donc par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire pour arriver, pour réussir dans cette vision de prospérité, de survivre aussi dans un contexte comme Janice et Jonathan ont dit. Oui, en soi, Eric, je vais commencer avec toi, juste pour l'ordre des chapitres. Une des choses que nous savons est que nous avons des chapitres par auteur, mais les politiques sont créées ensemble. Et ça, c'est une partie importante du document parce qu'elles ne sont pas isolées. Donc, en soi, en matière de commerce, il s'agit d'une idée importante parce que pendant longtemps, le Canada a fait un bon travail d'accords commerciaux, mais nous les avons laissés des côtés par rapport aux business canadiens auraient dû donner un suivi et qui ne l'ont pas vraiment fait par rapport aux protections de cet accord. Donc, en termes d'activation, les idées innovatrices que vous avez présentées dans le rapport, ces transitions de l'engagement actif comme partie de la politique pour que les décideurs puissent considérer cela. Ben, effectivement, les modèles étaient effectivement un peu un modèle comme un film. Si on le construit, ça va se passer. Ben, cela n'est pas vraiment la réalité par rapport à la différence. En fait, le Canada a besoin d'une liste de partenariats et une liste des politiques qu'on aimerait voir par rapport aux entreprises canadiennes qui travaillent en consortium. Les gouvernements les aident à organiser cela et ils regardent les partenariats dans la région. Donc, de nouvelles structures des process, des raffineries ou on va dire par exemple, l'huile des semences qui est vendue dans le marché local peut être soutenue par des accords à long terme. Et cela dépend du financement que nous pouvons trouver par rapport aux accords avec les marchés local qui a sa fourniture pour la classe moyenne. Voilà. Donc, dans toutes ces structures, c'est un exemple, mais nous sommes en train de regarder la série des choses que nous avons par rapport à l'information. Nous avons beaucoup d'entreprises canadiennes qui regardent les accords commerciaux et qui les trouvent des mystères. Ils comprennent pas du tout ce qu'ils sont et comment ils peuvent les utiliser. C'est pour ça que nous voulons penser à comment faciliter la tâche des entreprises canadiennes pour utiliser ces accords en tant que commencer l'exportation et trouver une forme pour collaborer avec les entreprises canadiennes et dans ces secteurs, dans cette situation. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas juste des atouts, qu'en fait, nous devons considérer les services, les équipements, l'agrobusiness. Seulement les 3% de la machinerie agricole que le Canada produit arrive en Amérique latine. Pourquoi, si nous avons tellement de bons producteurs dans l'Amérique latine, pourquoi est-ce que notre machinerie n'arrive pas là-bas? Et partie de cela, c'est effectivement que nous devons comprendre comment les marchés marchent. Ça vaut la redondance, la répétition, et les marchés est important parce que nous avons besoin dans ces moments de comprendre et de trouver des collaborations intelligentes qui vont permettre au Canada de vendre plus à la région et aussi de permettre aux entreprises canadiennes et aux entreprises d'Amérique latine de construire des projets ensemble. Effectivement, ça, c'est l'approche du consortium. Nous avons déjà appris que cela a déjà été fait dans d'autres pays. Nous ne pouvons pas appliquer le même modèle parce que chaque pays est indépendant et différent. Effectivement, le pays doit s'engager avec la région, ça va être différent.
Comme vous venez de dire, nous avons besoin d'une série de stratégies comme partie de cette réunion, effectivement. L'idée de cette main visible que nous allons avoir et que le gouvernement va être impliqué, nous savons que cela peut marcher, peut ne pas marcher. Ça dépend aussi de la chaîne des valeurs de l'économie. Ça va être différent du Chili, de l'Argentine. Et donc, nous nous inspirons. Effectivement, dans beaucoup de façons, le Japon, la Corée, si nous voulons être un bon pays de commerce, nous devons regarder les autres pays qui sont forts en commerce et comprendre les contextes, les différences. Je me rappelle j'étais au Beijing et quelqu'un disait que au Québec, l'ambassade en Indonésie, je pense qu'on était là et on parlait des chaînes d'approvisionnement du Japon. Et cela n'avait pas été construit avec des modèles néolibéraux du Adam Smith avec la comparation. Cela a été construit à travers de la collaboration du secteur public et du secteur privé en Asie du Sud-Est. Donc, en termes d'implémentation, les stratégies qui doivent être appliquées partout, mais de formes différentes. Donc, si nous regardons tout le cadre, par exemple, le secteur du pouvoir, de l'énergie en Jamaïque, ou alors si nous regardons la construction d'infrastructures au Brésil, au Chili, les modèles sont essentiellement organisés en tant que gros et moyen capital des entreprises canadiennes petites dans un groupe cohérent et trouver à ce moment-là des partenaires locaux dans la région pour créer des projets. Par exemple, un pont avec un péage ou un flux de revenus qui soit lié dans ces projets. Donc, cela devient une proposition d'investissement importante parce que le Canada peut profiter de l'initiative pour commencer à trouver des collaborations avec du financement privé et même la garantie publique pour le capital organisé. Aussi, le projet peut être fourni avec des valeurs à long terme créées pour l'économie et pour la région. Donc, avec les processus que je viens de mentionner, nous pouvons appliquer cela à l'infrastructure, aux services, à la cybersécurité. Une des moteurs des croissances mentionnés par nos cofondateurs, ils ont dit que les idées étaient la praticité et l'implémentation. Et ce n'est pas vraiment une grande vision, mais c'est plutôt les bases importantes. Donc, je comprends que dans ces chapitres du commerce, nous n'avons pas juste des idées, mais aussi des stratégies d'activation après les accords libre-échange, mais aussi la diversification des impôts, les crédits, des incentives micro pour la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous pensez il y en a certaines qu'il faut considérer? Oui, cela peut dire qu'une personne, une entreprise peut réclamer un bénéfice discret lorsqu'il est fourni comme une subvention, un crédit d'impôt ou quelque chose comme ça. S'ils ajouteraient ou ajoutaient du contenu canadien aux chaînes d'approvisionnement, c'est semblable à ce que les Coréens ont. Les Coréens ont un modèle où l'équivalent du département de l'industrie connaît tellement sur la chaîne d'approvisionnement locale qu'ils peuvent appeler les entreprises coréennes et dire, je vois que vous avez des sources comme ça en Australie. Il y a une bonne entreprise là-bas qui peut le faire. Alors, on peut faciliter alors ce changement, cette transition vers la production locale. On peut dire, par exemple, votre entreprise est en train de vendre beaucoup à un certain pays et vous pouvez ajouter de la valeur coréenne. Alors, ce que nous devons considérer l'échange non comme un grand concept, un concept ambitieux. Ça ne passe pas par l'architecture. C'est quelque chose qui est plutôt lié au pipeline, un peu. C'est quelque chose plutôt granulaire. C'est plutôt la tuyauterie. Et cela passe par ajouter de la valeur pour les fournisseurs canadiens à leur chaîne d'approvisionnement. C'est quelque chose sur laquelle il faut se focaliser. Clairement, le Canada a une exposition, beaucoup d'expertise, beaucoup de ressources naturelles, plusieurs concepts dans le chapitre de l'échange sont applicables dans le secteur des ressources. Mais nous avons John Price pour ce volet-là parce que c'est un lieu où nous pouvons commencer, mais c'est un lieu aussi de valeur stratégique et d'importance
surtout pour certaines classes de ressources, les minéraux critiques qui sont dans dans la première ligne et qui sont également importants du point de vue géopolitique. Alors, votre chapitre suggère un nouveau cadre pour cela tout au long de l'hémisphère. Alors, donnez-nous un pitch ascenseur, un elevator pitch pour l'Amérique latine. Alors, nous avons deux piliers. D'un côté, nous avons l'opportunité économique et de l'autre côté, nous avons l'impératif géopolitique entre le Canada et l'Amérique latine. Nous capturons 15%, 50% de l'investissement en l'extraction minière du monde. Et il y a une bonne occasion, une bonne opportunité de complémentarité entre les ressources disponibles en Amérique latine et au Canada. Le Canada n'a pas une source très forte. Les deux métaux sont des métaux critiques ou stratégiques dont le monde a besoin. Alors, on a une opportunité pour l'industrie minière canadienne de se remettre en pied et depuis une décennie de les efforts exagérés de la part de Ottawa, c'est le moment est venu pour que l'industrie minière du Canada euh, s'épanouisse. Il faut avoir d'un côté une simplification et l'élimination de beaucoup de duplications de normes parce que pour une mine de concept, du point de vue du concept jusqu'à l'opération, ça, il faut prendre 20 ans presque. C'est beaucoup, c'est trop, ce n'est pas concurrent. Alors, si nous voulons que la filière minière puisse vraiment s'épanouir, il faut faciliter les choses pour les entreprises, mais nous devons également donner l'opportunité pour établir des partenariats avec les pays latino-américains qui veulent avoir également une filière minière solide. Voilà l'opportunité économique. L'impératif géopolitique, et tout le monde en parle aujourd'hui, c'est le fait que le monde dépend de la Chine pour 60 à 95% des métaux traités qui sont utilisés dans nos industries stratégiques. Et c'est n'est seulement une source de vulnérabilité mentionnée à Washington, c'est également une source de vulnérabilité présente en Europe, au Japon, en Inde, dans le monde entier. C'est-à-dire que le monde appelle à une bifurcation, au moins une bifurcation des lignes de fourniture des métaux critiques. Ça veut dire que le Canada et l'Amérique latine ne peuvent pas continuer à tout simplement extraire les métaux. Nous, nos pays doivent développer les capacités en amont. Et cela a été une ambition de tous les pays miniers à l'Amérique latine, aux Amériques, qui se concentrent ou qui se consacrent à la filière minière. Ils se bénéficient de royalties, des impôts, mais politiquement, la filière minière a toujours été une source d'anxiété et de frustration. On n'a jamais eu assez d'investissement dans la partie de plus développement ou plus développée de l'activité minière, la partie plus en aval. Alors, il faut euh, créer une approche générale, une approche exhaustive, surtout pour les domaines tels que le lithium, où le gouvernement qui contrôle les concessions puisse répondre positivement à une offre posée par le Canada. Et cela importe non seulement au concerne non seulement la filière minière, mais aussi les traitements et la production des batteries. Alors, c'est quelque chose qui sera la bienvenue en Amérique latine, mais qui sera également une manière de différencier le Canada d'autres concurrents de la filière minière. Le Canada a travaillé sur d'autres partenariats minières dans le monde. Une chose qui est importante dans le contexte de ce document, cela passe par l'engagement stratégique. Alors, il y a une superposition entre les partenariats et les accords, les normes. Alors, ce n'est pas une imposition de la part du Canada sur d'autres pays, c'est une relation. C'est une relation qui est déterminée par nos intérêts au niveau national, notre relation économique, etc. Jonathan, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui. euh, J'aimerais souligner le nom du rapport, Beyond the Build, au-delà de la construction. Alors, nous sommes en train de jeter de la lumière sur
sur nos ressources et le développement de notre capacité au niveau national. Mais nous devons également avoir la capacité, comme John a dit, de devenir important, de devenir prioritaire. Et cela passe par combiner une refocalisation sur notre capacité nationale et en même temps profiter des relations, des partenariats dans la région de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour moi, c'est emblématique du type de réflexion que je pense il faut mener. Alors, il y a plusieurs questions sur le rôle d'Ottawa. Ici, le niveau d'engagement d'Ottawa, Janice, John, euh, nous avons une profonde histoire dans cette région et je pense que nous avons toujours une bonne réputation. Nous avons établi les bases pour des relations robustes, mais nous n'avons pas investi suffisamment sur cela depuis quelques années. Alors, je pense que encore une fois, il est fort important de situer ce rapport dans le contexte actuel. Nous devons être sincères. Chacun de ces chapitres porte sur la stratégie. Et cette stratégie s'applique au chapitre des affaires, s'applique aussi pour les ressources critiques, s'applique sur l'immigration, s'applique pour la sécurité. Ce qui est différent pour cela, dans ce cas, est que c'est quelque chose d'explicite. Je pense que c'est une politique industrielle intelligente qui est déterminée par les changements géopolitiques dont nous témoignons maintenant. Et Ottawa, je pense que l'élan est déjà présent dans cette direction. Nous ne proposons pas quelque chose qui n'existe pas toujours parce que le gouvernement actuel le fait pour le moment, mais nous insistons beaucoup d'une façon bien concrète. Nous voulons avoir des partenariats pratiques qui soient solides, qui produisent des résultats pour les deux partenaires, mais qui ne vont pas arriver si le gouvernement ne s'y engage pas depuis le début. Et voilà quelque chose de bien important. Et le fait de Ottawa qui doit être là sur le terrain, qui travaille avec les partenaires pour donner des contenus pour ces stratégies. C'est comme ça que nous allons nous assurer que nos partenaires bénéficient également, qu'il y ait de bénéfices partagés entre le Canada et les partenaires latino-américains. Alors voilà la stratégie asiatique, c'est ça qui se passe lorsque les géopolitiques se manifestent encore une fois. John, euh, j'aimerais repartir sur ce que Jonathan et Janice ont dit. Nous essayons de tirer profit des actifs que nous avons déjà et c'est un bon exemple de ce qui est disponible au Pérou aujourd'hui. Le ministère du gouvernement ont une équipe de personnes qui se consacrent à soutenir les désirs du Pérou de développer une filière minière sensible à l'environnement, qui est respectueuse de la législation du travail, qui est respectueuse des communautés locales. L'idée, c'est de positionner la filière minière canadienne d'une manière qui va aider le gouvernement à convaincre leur population que il y a un espace pour les bonnes pratiques minières parce que nous l'avons vu au Panama, nous l'avons vu dans la République dominicaine, en Colombie. Il y a plusieurs personnes qui soutiennent la filière, l'activité minière, mais plusieurs votants, plusieurs citoyens considèrent que l'activité minière est quelque chose de sale, quelque chose de non respectueux de l'environnement, etc. Et le Canada a une histoire qui est plutôt positive, bien sûr. Il nous a pris des décennies de corriger les erreurs. Mais maintenant, le secteur minier canadien établit des normes sur les relations avec la communauté, sur l'environnement, un bon design environnemental. C'est un message qu'il faut transmettre. Et nos partenaires latino-américains vont notre aide dans ce sens-là parce qu'ils doivent combattre contre les secteurs miniers informels qui nuisent à la réputation de notre industrie. Alors, ça passe par profiter de notre bonne volonté qui est déjà là dans ces pays-là et de le combiner avec une approche plutôt focalisée sur l'industrie et les connaissances. Et un des points forts, c'est qu'il faut avoir les connaissances canadiennes et il faut l'associer avec les partenaires pour tirer de bénéfices réciproques.
Cela inclut les populations autochtones, la responsabilité sociale d'entreprise, la technologie propre et les services qui peuvent être exportés, importés. Je vais sauter la sécurité. Personne ne devrait les permettre. Maintenant, je vais passer à Doug parce que les partenariats, le capital humain, ça joue un rôle très important dans notre relation. Alors, vous avez des stratégies très intéressantes. Au total, on en a 7, mais je pense que il faut penser à cela comme un levier national stratégique. Oui, exactement. Maintenant, nous regardons la gouvernance en matière d'immigration comme un instrument stratégique qui peut être utilisé pour bâtir des liens entre le Canada et ses partenaires, des relations économiques, politiques, diplomatiques, à travers l'engagement dans des projets communs. Alors, nous ne parlons pas d'un nouveau programme d'immigration ou de nouveaux niveaux d'immigration, que ce soit pour le Canada ou bien pour les autres pays aux Amériques. Par contre, nous le considérons comme un menu des projets communs, des projets bilatéraux, multilatéraux auxquels nous pouvons nous engager pour partager nos challenges, nos problèmes dans les domaines de la migration, l'asile, la sécurité frontalière, etc. Et dans quelques cas, cela est supplémentaire comme opportunité. C'est encore une autre opportunité qui se présente entre le Canada et ses pays partenaires. La stratégie de construction de nations, voilà, c'est un agenda plutôt national avec des bénéfices régionaux. Oui, exactement. C'est ça que j'appelle le Nation Builder Fast Track Regional Immigration Program. C'est un programme d'immigration régional pour les commerces avec compétences. Alors, cela regarde la nouvelle priorité urgente du Canada sur les programmes de construction nationale en matière de création de foyers et d'infrastructures critiques à haute vitesse, ce qui va créer une demande rapide sur des spécialités avec un haut degré de compétences. Les voies existantes disponibles pour le Canada pour faire un matching entre les besoins régionaux spécifiques avec des pays spécifiques aux Amériques qui ont un surplus de travail, qui ont un excédent démographique, qui ont un excédent des professions éduquées, des professions à un haut degré de compétences et qui s'intéressent à établir un partenariat dans ce sens-là. Et également, il faut comprendre que le Canada est en train d'essayer de passer d'un régime d'immigration temporaire à un régime de résidence permanente. Donc, la considération politique importante est qu'effectivement, la migration arrive d'une certaine forme aujourd'hui et c'est important d'y construire dessus. Une des choses que vous avez fait est construire un cadre dans lequel la résilience peut être appliquée. Oui, en fait, une autre proposition que je pense que pourrait être d'intérêt commun dans la région est de recommencer ce qui était effectivement connu comme les réseaux de mobilité sûrs. Il s'agit d'un programme qui a vraiment pas eu beaucoup de succès dans ce moment, qui était là pour répondre à des problèmes réels qui beaucoup de pays ont. Par exemple, Panama vers le Canada qui fait face à des pressions par rapport à sa sécurité frontalière, migration et crise humanitaire, le Venezuela, l'Haïti et beaucoup de pays, en fait, ils ne savent pas comment résoudre ces problèmes ou faire face à ces problèmes de forme unilatérale. Et donc, beaucoup de pays ont effectivement des problèmes de pression sur les frontières. Et donc, dans le mandat Biden, l'approche était de créer des portails, des bureaux dans le schéma d'immigration pour permettre aux personnes de soumettre des demandes pour migrer de forme régulière dans la liste des pays des Amériques et de l'Europe et les transitionner vers une
différentes approches aux frontières. Cela n'a jamais marché pour une série de raisons. Cela a été annulé au début 2025 à cause d'une situation politique des États-Unis. Nous sommes en train de proposer que le Canada recommence ces solutions comme solutions multilatérales afin de donner un tour d'éclair à la migration basée sur les principes, mais pas nécessairement des méthodologies, des technologies spécifiques comme les États-Unis ont fait. Magnifique. Et je veux maintenant parler de la sécurité. Rick, c'est ton chapitre et c'est magnifique parce que vous l'avez écrit ensemble. Beaucoup de thématiques partagées. Une des choses que j'ai vraiment aimé, les concepts de sécurité chez nous, dans nos ports, dans nos frontières. Commencer à parler d'un point commun, d'un point de début pour que le Canada puisse commencer à penser à comment établir sécurité dans la région, surtout contre les organisations criminelles et transnationales qui sont un peu le point d'importance par rapport au gouvernement. Oui, un des défis que les pays dans la région sont en train d'aborder est la croissance des organisations criminelles transnationales. Si nous regardons les niveaux des violences, ils ont augmenté, la connectivité est en croissance et cette organisation a des partenaires partout dans le monde. Donc, quand ils nous demandent par rapport à comment le Canada va le faire, ben, la meilleure chose que le Canada peut faire est renforcer l'infrastructure propre chez nous. Donc, par exemple, nous n'avons pas des ports de police dédiés, donc des ports d'entrée à Halifax, à Vancouver, à Montréal, et comme résultat, ils ont été des points parfaits, des partages des drogues qui viennent de l'Amérique latine vers, par exemple, l'Australie, de l'Amérique latine vers l'Europe, vers le Canada même. Nous avons vu une croissance des connexions entre les crimes organisés au Canada et en Amérique latine, où nous savons que cela a été encore relié une nouvelle fois à d'autres parties du monde. Donc, le Canada doit considérer une série de mesures en incluant les problématiques par rapport à- aux situations des blocage d'argent. Une des choses que nous avons vues, effectivement, les prix des propriétés à Vancouver, cela avait beaucoup à voir avec le money laundering au casino. Ben, nous avons mentionné la Chine, effectivement, l'option des casinos pour nos amis d'Amérique latine. Nous avons vu le Canada devenir un pays à travers lequel l'argent passe pour être blanchisé, ben, cela ne devrait pas être le cas. Nous avons aussi vu le Canada avec une infrastructure légale en place et aux États-Unis, ils ont par exemple ces actes RICO qui permet de relier des actions pour trouver une histoire, un crime plus important et cela peut être fait par les frontières, les départements des frontières. Et donc, et la main-d'œuvre forcée aussi, cela peut entamer des investigations, des situations dans lesquelles nous pouvons considérer importation par importation. Donc, c'est là et la modernisation du Canada avec sa propre infrastructure, mais aussi la modernisation de cette infrastructure. Donc, regardez comment nous pouvons améliorer nos chaînes avec le gouvernement des Amériques latines. Cela peut profiter à l'Amérique latine et au Canada. Pendant beaucoup de temps, le Canada c'est basé sur les autres partenaires, surtout les États-Unis, pour la connaissance et la sensibilité par rapport aux réalités sur les terrains en Amérique latine. Mais le Canada doit développer sa propre capacité indépendante, en même temps résoudre les vulnérabilités avec des lois. Mais Amanda, désolée, je veux juste entrer ici parce que c'est un chapitre vraiment important. Et juste, pour être honnête, nous savons que nous devons le faire. Nous avons tourné autour du pont, mais les chapitres l'expliquent vraiment. Nous disons aux Canadiens ce qu'il faut faire et nous devons les faire. Et cela va profiter au partenariat stratégique avec l'Amérique latine. Et je crois qu'il s'agit vraiment d'une série de stratégies au-delà de la construction. Je veux dire, nous sommes en train d'investir des dizaines et des dizaines de billions de dollars dans les ports, dans l'infrastructure commerciale. Les budgets, là, il s'agit de nouvel argent pour l'infrastructure des transports par rapport au commerce. Comment est-ce que nous pouvons ne pas les gaspiller en
renforçant la sécurité de nos ports. Une des choses que le chapitre explique aussi est par rapport au corps de cybersécurité du Canada. Cela nous montre un peu une vision. Quand j'étais au Conseil de business du Canada, j'étais vraiment impliquée dans le développement de ce qui s'appelle l'échange de cybermenaces canadiens, qui est quand les grandes compagnies du Canada se sont réunies, ont créé un réseau de partage d'informations qui permet d'une intelligence sur laquelle nous pouvons implémenter des mesures pour sortir de secteur privé. Le Canada est d'expertise en cybersécurité dans beaucoup d'endroits dans les pays. Donc, quand j'ai visité l'université à Israël, aussi l'université des Nouvelle-Brunswick, en fait, c'est quelque chose que les Canadiens n'ont pas vraiment nécessairement pensé, mais il s'agit de beaucoup d'expertise que nous avons à disposition. Nous regardons l'Amérique latine, la croissance des cyberattaques, et nous pouvons faire même une liste et regarder les institutions qui ont été attaquées, surtout les attaques avec une demande de montant économique. Nous avons vu les groupes de criminalisation organisés impliqués dans les services, dans ce type d'activité de demande d'argent pour débloquer des systèmes par rapport aux tiers parties. Donc, qu'est-ce que le Canada peut faire par rapport à cela? Nous pouvons organiser, mobiliser la connaissance que nous avons déjà, l'infrastructure que nous avons déjà et travailler de forme constructive avec les pays dans la région afin de renforcer l'infrastructure informatique. Et dans au côté du gouvernement, nous devons inclure des choses comme des actions par rapport à des apprentissages autour de la création de ces centres de cybersécurité canadiens et aider l'infrastructure cohérente à protéger l'infrastructure du gouvernement. Cela veut dire aussi comment protéger les hôpitaux, les universités, les autres institutions. En soi, nous sommes en train de créer ces mondes de cybersécurité. La vision est aussi pouvoir exporter ces services. Donc, nous avons des occasions, des événements de cyberattaques. Et ce qui se passe, c'est que les institutions, les pays doivent appeler des fournisseurs de services internationaux et payer beaucoup pour solutionner la situation. Donc, nous pouvons pratiquement travailler sur cela. Le Canada a ces corps de cybersécurité. Avant tout, nous pouvons créer cela basé sur des concessions, travailler avec les pays, les institutions et montrer que le Canada a beaucoup à offrir, mais en même temps, transitionner aussi vers des contrats de services. Et de la part de la perspective canadienne, nous avons des services à exporter en tant que en termes de cybersécurité. Donc, nous avons aussi une composante qui est critique, qui est les institutions éducatives canadiennes qui peuvent travailler dans les pays pour former les talents de cybersécurité. Donc, ce que nous avons, c'est un pays qui peut aider une région avec une grande base de données de personnes qui ont beaucoup de compétences pour utiliser les toutes dernières techniques à disposition dans le réseau de cybercours et que tout le monde soit plus sûr. Dans la perspective canadienne, nous pouvons exporter ces talents et c'est le développement des partenariats locaux aussi. Donc, au lieu de avoir un transfert, une transition unilatérale, nous avons un partenariat genuin qui fait que l'Amérique latine peut gagner aussi. Oui, et si nous travaillons par rapport et considérons la région maintenant, que ça soit de gauche, de droite, populiste, technocrate, le premier problème politique en Amérique latine est la sécurité. Et maintenant, nous trouvons aussi un niveau de manque de confiance vers les deux sources principales des transitions techniques, qui est la Chine et les États-Unis. Il s'agit donc d'une opportunité incroyable pour le Canada et pour nos habilités techniques et aussi pour la volonté canadienne comme partenaire avec intégrité à fournir ces transferts techniques. Donc, si nous regardons les derniers 50 ans, le Canada a vraiment eu un impact intégral dans cet aspect de soutien technique avec des techniques d'investigation, de recherche, de politique et maintenant aussi dans la sphère du monde virtuel, de la cybersécurité avec le soutien technique. Moi, je pense que, à mon avis, ça, c'est automatique. Il y a beaucoup de demandes de la partie de l'Amérique latine et beaucoup de capacités de la partie canadienne. Je veux demander, Martha, Ken, et même peut-être Jonas et Jonathan aussi, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette liste de stratégies
Bien sûr, la partie importante, la partie la plus difficile est de décider de quoi nous n'allons pas parler. Mais en soi, arrivons au cadre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à réussir? Il y a beaucoup de conversations, effectivement, comme Ken a mentionné au début, cela a été un processus de 2 ans maintenant. Nous avons eu des conversations avec, je dirais, des milliers de personnes qui sont ici dans la chambre, mais aussi qui sont à l'autre côté de la planète. En Europe aussi, nous avons parlé avec beaucoup de personnes qui ont d'autres stratégies dans la région. Nous avons parlé avec des personnes des différents secteurs et ce que nous avons invités ici et les points mentionnés, effectivement, sont les points que nous avons vraiment cru qui sont les points fondamentaux pour avancer. Et comme Janissa et Jonathan ont dit vraiment, il s'agit des points sur lesquels nous pouvons implémenter des actions. Et l'autre point est que les choses ont changé par rapport à il y a 2 ans. Nous comprenons que le contexte a changé. Il y a 2 ans, nécessairement, nous n'allions pas avoir un cadre pareil ou un contexte pareil à niveau global. Et donc, il y a eu aussi une transition réelle dans le processus, au milieu du processus. Donc, je pense que avant de n'importe quelle autre chose, ce que nous devons faire comme le Canada est le partenariat régional et avoir vraiment de partenariats dans les secteurs dans lesquels nous sommes très forts. Et le Canada peut aborder ces situations de forme individuelle comme pays, pas nécessairement nous avons besoin d'une institution multilatérale qui peut le faire. Donc, avec beaucoup d'éléments comme l'environnement ou le changement climatique. Voilà. Oui, et Jonathan, nous avons un sentiment d'urgence aujourd'hui par rapport à ce que nous ressentissons il y a 2 ans en termes d'urgence de cette transition. Le monde a changé et de la part du Canada, nous devons diversifier, effectivement, changer la façon dans laquelle nous pensons. Le rôle du gouvernement aussi doit être différent, doit changer. Effectivement, il y a une certaine quantité de changements. Il y a 2 ans, nous ne savions pas que les choses allaient se développer de cette forme. Donc, nous avions une idée, peut-être que, si je reviens en arrière aux commentaires au tout début, nous sentions qu'il y avait ces sentiments d'urgence, comme les plaques tectoniques qui ont bougé et qui semblent bouger dans une forme un peu accélérée. Donc, moi, je peux dire qu'il y a un certain niveau d'urgence parce que les personnes s'adaptent, n'est-ce pas? Les pays euh, s'adaptent, mais ce que nous regardons, ce que nous voyons dans les régions est que personne n'est en train de rester immeuble. Donc, tout le monde est en train de bouger. La situation est dynamique. Les pays, les grands pays dans la région, ils sont des pays géopolitiquement dynamiques. Ils cherchent la meilleure solution possible par rapport à la recherche de leur population. Et nous regardons aussi un monde dans lequel il y a beaucoup d'options, des tirer profit à court terme, à long terme. Il s'agit d'un calcul et pour nous, il s'agit d'urgence parce que franchement, euh, il s'agit d'un moment vraiment essentiel et nous avons besoin d'actions qui peuvent nous révertir et faire retourner au continent, qui nous ramène à nouveau dans les Amériques. Donc, c'est vraiment ça ce que nous voulons faire. Ça, c'est notre feuille de route. Nous avons besoin d'options tangibles. Et ça, c'est un peu l'urgence. Super réflexion. Donc, la question, Eric, est comment augmenter l'investissement dans la région. Donc, bien sûr, nous avons une série d'outils qui sont en train de se réveiller dans le panorama canadien au potentiel de créer un type de, par exemple, l'approche du consortium applicable dans différents secteurs, l'exploitation minière. Nous avons beaucoup d'opportunités aussi. Le potentiel d'investissement est énorme, j'imagine, mais nous ne sommes pas en train de mettre des dollars. Effectivement, le gouvernement du Canada, maintenant, il ramène les capitaux privés. Il faut que nous ayons un cadre à travers lequel le capital privé puisse concrétiser des projets cohérents. Alors, il y a des grands besoins en matière d'infrastructure, le traitement des aliments, d'autres aspects en Amérique latine. Mais
ce que le modèle a pour but, c'est de bâtir un pont entre le potentiel et la concrétisation. Parce que ce que je viens d'observer, c'est que si on est un pays individuel, surtout, ou une entreprise, pardon, individuelle de dimension moyenne, et on ne sait pas où commencer, on n'a rien comme base. Alors, à travers ces consortiums, nous allons créer une plateforme où les plateformes peuvent vraiment s'y engager. Ça veut dire qu'on a une posture au Canada où il y a un besoin d'un nouveau pont à travers la fleuve à Asunción, au Paraguay, ou le besoin de renforcer la les schémas côtiers dans la côte nord de la Jamaïque, etc. Alors, si on a un tel cadre, est-ce que ça a du sens? Et si ça a du sens, alors on a une plateforme qui peut être présentée devant les investisseurs privés et on a des outils dans les institutions publiques canadiennes et on a par conséquent une meilleure opportunité pour faire des progrès. Alors, on a un avantage peut-être ce on a l'avantage d'être une entreprise plus petite et que l'on peut utiliser des matériels canadiens et de retrouver des bons partenaires locaux dans la région. Alors, l'idée, c'est de fournir un catalyste orienté à l'action pour faire que ces projets se concrétisent. Alors, c'est-à-dire avoir un processus qui peut nous mener à une décision en faveur ou contre. Et si la décision est en faveur, alors allons-y. Le Canada a une histoire très longue de soutenir les PME et les petites et moyennes entreprises et nous investissons davantage des fonds dans la promotion de l'échange sur la base per capita par personne que n'importe quel autre pays dans le monde plus que 30% que l'Allemagne, qui est le pays numéro 2. Alors, j'ai vécu au Mexique et j'ai vu que ces entreprises arrivent, elles sont très enthousiastes, mais elles n'ont pas les ressources, elles n'ont pas les personnes nécessaires pour continuer à combattre, pour ainsi le dire, parce que continuer à combattre dans un marché émergent, ça a besoin de l'attraction, de l'élan, et cela prend 1 an et 100 000 $ peut-être. Alors, l'idée d'avoir ces entreprises dans le consortium où les clients et une entreprise canadienne plus large qui a les ressources, c'est une approche que les Japonais ont utilisée. Même chose pour les Coréens. Alors, le Canada doit repenser son soutien pour les PME parce que les PME ne peuvent pas être toutes seules. Sinon, le succès sera très limité, très rétréci. Nous sommes sur le point déterminé. Alors, comment est-ce que vous voyez le succès, chers collègues? Alors, je ne, euh, je pense que le succès se voit comme les différentes parties de notre gouvernement qui prennent ce défi, qui relèvent les défis. Voilà la composante numéro 1, c'est-à-dire que le gouvernement voit des opportunités bien définies. Ensuite, je veux voir des accords comme John et Eric ont mentionné. Nous devons arriver à l'élan au go. Ce pays a besoin d'arriver au go, à l'élan, commencer, démarrer. Et dans quelques domaines spécifiques, il faut avoir les processus qui vont nous ramener vers le go et à la fin, dans 2, 4 ans, nous devons nous demander, est-ce que ces partenariats marchent? Quelles sont les métriques? Nous devons établir des métriques pour déterminer si ça marche ou non. Et comme ça, nous allons pouvoir ajuster, recalibrer, apprendre à partir des leçons apprises d'une manière plus rapide que par le passé. Ça passe par l'échelle plutôt que par la vitesse dans le monde actuel. C'est un monde constamment changeant. Nous avons besoin de 3 choses: concentration, vitesse et échelle. Et c'est là où l'on va retrouver la stratégie.
Pour moi, le succès, c'est que nous avons un changement de mentalité vers l'expérimentation. L'expérimentation se fait de la meilleure façon dans un territoire familier. Les Amériques, ce sont un territoire familier. Nous avons des avantages dans la région. Nous nous n'avons pas tant de concurrence comme nous pouvons l'avoir en Asie ou en Europe. Alors, cela place une bonne point de concentration pour le gouvernement. C'est un lieu familier. Les Canadiens ont eu des affaires dans la région depuis 150 ans. Alors, l'expérimentation, la curiosité, c'est comment nous allons pouvoir avancer. Et pour moi, ça, c'est le succès. Quelques mots de clôture. En fait, c'est à Martha de terminer la réunion, de clôturer la réunion, mais vous pouvez dire quelque chose. Pour moi, le succès, c'est pouvoir bien dormir la nuit, n'est-ce pas? C'est ça, pour moi, le succès, enfin. J'aimerais dire que nous avons parlé de la nouveauté, des idées originales. Nous reconnaissons que cette réflexion va demander une réingénierie de comment les gens pensent, comment ils interagissent avec le gouvernement. Et l'interaction doit s'accroître plutôt que par les passés ou maintenant. Par rapport au passé. Et il faut avoir une expertise au niveau interdépartemental, départemental. Et dans quelques endroits, peut-être que cette expertise n'existe pas, mais il faut avoir la volonté de avoir cette expertise. Alors, il ne faut pas dire ce serait bien d'avoir une relation avec l'Amérique latine. C'est quelque chose d'essentiel, en fait, pour le Canada. Un indicateur, Janice, Jonathan, Martha, vous avez beaucoup parlé à ce sujet, mais ça dépendra du Premier ministre pour la prochaine fois. Avant d'avoir une grande réunion en Amérique latine, il faut qu'ils disent, nous sommes là, de retour, avec beaucoup d'engagement pour vous. Je me suis beaucoup engagée avec chacun d'entre vous. Vous avez été très clair, très focalisé. Ce sont des idées pratiques qui peuvent être mises en place. Et je vous félicite en fait. Merci d'avoir apporté ces concepts tellement novateurs, tellement innovants. Et maintenant, je vais repasser la parole à Martha pour ses paroles de clôture. C'était très amusant. Merci beaucoup, Amanda, d'avoir animé cette réunion. Avant d'avancer, j'aimerais dire quelque chose de personnel en tant que Canadienne d'origine latino-américaine. L'importance de cette région a toujours été primordiale pour moi tant sur le plan professionnel avec le CCA que personnel. J'ai fait partie de toutes ces réflexions, j'ai fait partie de la création d'une stratégie et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et parce que c'est une stratégie visant à renforcer durablement les relations entre le Canada et ses partenaires d'Amérique latine et des Caraïbes. Alors, pour moi, ça a été un vrai honneur. Merci. Avant de conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible. Tout d'abord, Janice, Jonathan, Eric, John, Doug, Ken. Merci de vos contributions, votre expertise et votre engagement dans ce projet. Et, mm, de- et Amanda, bien sûr. Et finalement, Amanda, merci d'avoir animé les discussions aujourd'hui et au cours des 18 derniers mois. À toute l'équipe qui a œuvré dans l'ombre et qui ont rendu cette journée possible, les bénévoles, les interprètes, notre équipe technique, nos équipes de communication, des designs, comme Ken a dit précédemment, rien de tout cela n'aurait été possible sans le généreux soutien de Nancy Southern. Merci encore, Nancy. Enfin, cette stratégie se veut un document évolutif, un document vivant, une plateforme d'action et de dialogue en continu. Nous vous encourageons à lire cette stratégie, à la partager, interagir avec nous et à la soutenir.
Les versions anglaises et françaises sont déjà disponibles sur notre site Internet. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez prendre une version imprimée et les versions espagnoles et portugaises seront disponibles prochainement sur notre site Internet. Nous avons hâte de continuer notre conversation avec vous, les représentants du gouvernement, des entreprises, de la société civile, du monde universitaire, car le renforcement de l'engagement du Canada envers l'Amérique latine et la Caraïbe requiert la participation de chacun d'entre nous. Passez une merveilleuse journée. Merci.